Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors donc vous l'avez bien compris, notre rencontre d'aujourd'hui a pour thème les erreurs et les vérités sur la ruqya. Donc je tiens avant de commencer à remercier notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir permis d'être aujourd'hui si nombreux pour pouvoir parler d'un sujet aussi complexe et aussi délicat qui est celui de la ruqya. J'espère que nous parviendrons le mieux possible à tirer des enseignements de cette rencontre. Je tenais également à remercier, alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, l'ACMA et l'association des frères musulmans, mais également Farid et notre cher monsieur Hassan Iqwisen. Merci de m'avoir invité, merci de me permettre pendant ce très laps de temps, ce temps très court, de partager avec vous le peu que je sais. Je voulais également vous remercier, vous tous, aujourd'hui, d'être venus si présents pour un dimanche, et je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de jeûner, donc barakallahu fikum. Voilà, donc avant de commencer, je pense que c'est quand même important que je puisse poser le cadre. C'est important que vous sachiez qui je suis pour bien comprendre la teneur de mes propos. Alors, je suis psychologue clinicienne interculturelle, je l'espère musulmane. La psychologie clinique interculturelle, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais je vais essayer de vous en parler très brièvement parce que sinon vous allez passer à côté de beaucoup de ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, donc je suis d'abord psychologue. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que la psychologie. C'est l'étude du psychisme humain. Psycho vient de psyché, qui veut dire l'esprit. Logos, c'est le langage. Donc c'est le fait de soigner l'esprit par le langage. Tout au long de ma courte expérience, ça fait 10 ans que je suis psychologue, j'ai pu me créer, ou me consolider en tous les cas, une pensée qui est plutôt rationaliste, scientifique. Voilà, donc je vais aborder le thème de la ruqya avec cette pensée. Mais je suis également psychologue interculturelle. Alors l'interculturalité, c'est pas un titre pompeux que je me donne, hein, c'est une réelle spécialisation. C'est un master 2 de psychologie clinique interculturelle qui prend ses bases et ses fondements sur l'anthropologie et l'ethnopsychiatrie. Donc l'anthropologie avec Georges Devreux, déjà dès les années 1956, si je dis pas de bêtises, il a développé la théorie que la culture était intrinsèquement liée au psychisme. Donc le psychologue clinicien interculturel part du postulat que nos croyances, que nos traditions, que nos tabous, que nos rites, que le fait qu'on soit un enfant de migrant ou qu'on soit soi-même en situation d'immigration, tout ça, ça va avoir un impact sur notre identité, sur la constitution de notre identité, et donc un impact sur l'expression de notre mal-être, quand il y a conflit psychique, et j'y reviendrai. Donc le psychologue clinicien interculturel, c'est quelqu'un qui part du postulat que l'esprit humain a des constances. On a tous les mêmes mécanismes psy, mais la couleur, la teneur en fait du contenu de notre esprit va être un peu différente d'une culture à l'autre. Alors moi j'aime bien donner l'exemple de la maison. On a tous normalement dans notre maison des chambres, une cuisine, des toilettes, voilà. Bah, pour l'esprit c'est exactement pareil, sauf que la décoration, l'agencement de notre maison ne va pas être exactement le même. Donc le clinicien interculturel, il va être à l'écoute de ce que vous avez à dire de vos croyances. Vous vous doutez bien, et je vais y venir, que la question de la ruqya, forcément de la possession, c'est un thème qui revient très régulièrement pour moi en séance. Donc c'était juste indispensable aujourd'hui pour moi de vous présenter ce que j'ai à en dire. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien. J'ai eu à recevoir au cours de mes études une patiente qui présentait ce qu'on appelle une dépression postpartum. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une dépression postpartum? Est-ce que je définis ou c'est pas la peine? D'accord. Alors, la dépression postpartum, c'est une dépression que développent certaines femmes à la naissance de leur enfant. Bon, on a des signes précurseurs durant la grossesse, mais c'est vrai que les premiers symptômes de dépression émergent à partir de 2 semaines après la naissance du bébé. Donc, ce sont des femmes qui présentent une dépression très importante, avec un désinvestissement de l'enfant et une incapacité à être dans des gestes affectueux. Elles arrivent à s'occuper de l'enfant, mais pas à être dans de l'affection vis-à-vis de cet enfant. Et donc, on a reçu cette maman qui, après une longue prise en charge, n'a pas réussi à dépasser sa dépression postpartum.
Elle a été vue par des psychologues cliniciens interculturels, et notamment moi, j'étais présente, et on a essayé de rentrer un peu sur le terrain donc, de ses croyances, et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'était que c'était une patiente malienne qui, durant sa grossesse, avait dû être exposée à ce que toutes les femmes vivent durant une grossesse ici, hein, c'est normal, des échographies. Sauf que dans sa culture, dans sa croyance, c'est très dangereux pour le devenir du fœtus et de l'enfant d'imaginer le bébé et même de lui donner un nom. Donc elle a été forcée, du fait de la culture, du fait de l'immigration, elle a été obligée à être exposée à l'image de son bébé. Ça a été extrêmement anxiogène pour elle. Quand l'enfant est né, il est tombé malade. Donc elle s'est extrêmement culpabilisée du fait de ne pas avoir respecté ce qui est endogène en elle, à savoir sa culture, c'est ce qu'il y a de plus archaïque en elle, ce qui constitue son identité. Donc elle a culpabilisé par rapport à ça. Le fait qu'elle ait pu verbaliser, dire et qu'on ait pu la rassurer et que notamment des personnes, des instances religieuses de sa culture aient pu la rassurer sur le fait qu'elle n'était pas coupable d'avoir été exposée à ça, ça a permis de largement résoudre le problème. Je vous donne également un autre exemple. J'ai eu à suivre, là pour le coup, une patiente qui présentait, alors là aussi je développais par la suite ce qu'on appelle des pensées intrusives. Elle était très anxieuse. Elle est venue me voir après avoir fait beaucoup de ruqya et elle m'a expliqué que rien n'y faisait, aucun raki n'avait pu l'aider, enfin voilà, elle était très anxieuse. Je vous expliquerai également ce que c'est que l'anxiété. Le fait que j'ai pu l'écouter par rapport à ça, qu'elle n'ait pas été jugée, et que même je l'ai accompagnée au cours de ces ruqya. Donc, alors je sais que ça peut porter à polémique, je me suis fait des ennemis avec ça et j'ai aucun souci. J'assume, j'accompagne mes patientes au cours de leur ruqya. Le fait qu'elle ait pu être prise en charge doublement, tant sur le plan psychique que sur le plan religieux, lui a permis de se libérer d'énormément là encore de culpabilité et de questionnement. Voilà, on a pu vraiment bien avancer. Alhamdoulilah, elle s'est stabilisée. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la psychologie clinique interculturelle, notamment dans la question de la possession, c'est un bon recours, c'est un bon moyen, parce que le fait de s'intéresser à la culture du patient, le fait de l'encourager à verbaliser ce qui est de l'ordre de ses croyances, nous permet à nous, en tous les cas psychologues, de parler la même langue que le patient. Et c'est extrêmement important, quand on va voir un psychologue, d'avoir ce qu'on appelle la levée des résistances, c'est-à-dire d'avoir le sentiment que la personne qui est en face de nous comprend et ne nous juge pas. Alors, pour avancer un petit peu, comme je vous l'ai dit, le fait de travailler sur la question de la possession depuis quelques années, ça m'a valu pas mal de critiques. Mais aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce que je veux vraiment... comment dire, c'est un SOS, c'est vraiment un cri d'alarme que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est devant l'errance thérapeutique, devant la souffrance de mes patientes, essentiellement, parce que je reçois essentiellement des femmes, c'est devant leur souffrance qu'aujourd'hui j'ai considéré qu'il devenait indispensable de ne plus se taire par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans notre communauté, qu'on le veuille ou non, dans la prise en charge de ces personnes qui se pensent possédées. Alors, je préfère là aussi poser le cadre tout de suite. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que la possession n'existe pas. Pour moi, c'est une certitude, ça fait partie de mes croyances. Je suis convaincue que le monde des djinns existe et je suis convaincue qu'ils peuvent avoir une incidence sur notre esprit, dans une certaine limite. Pour moi, c'est extrêmement rare, ça existe, mais c'est extrêmement rare qu'un djinn puisse, entre guillemets, posséder une personne. J'aurais plutôt tendance à parler de possession psychique, plus que de possession physique, mais là aussi, je vais y venir. Alors, la question de la ruqya, c'est, et je crois que ça explique pourquoi aussi vous êtes aussi nombreux aujourd'hui ici présents, c'est devenu un sujet juste incontournable. Hein. On en entend parler partout, dans les médias, dans les livres. Je crois que tout le monde a son mot à dire par rapport à ça, mais malheureusement,
très peu de scientifiques, en tous les cas, se sont réellement penchés sur la question, alors que c'est absolument indispensable. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à la fin de mon intervention et l'intervention du Cheikh à me poser énormément, toutes les questions qui vous traverseront l'esprit, parce que je considère que c'est un sujet qui ne dispose pas d'une seule vérité. Je ne suis pas une cheikha, donc je n'ai pas une science islamique très large. Heureusement, je suis bien accompagnée. Donc, il ne faut pas hésiter à me dire, vous aussi, ce que vous savez. L'intérêt de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est que vous ayez réponse à vos questions et puis surtout que vous puissiez partir avec de nouvelles questions. Alors, c'est donc devant le constat de cette souffrance que j'ai considéré aujourd'hui qu'il était indispensable de pouvoir parler de ce sujet. Alors, il y a une chose que moi j'ai pu constater. Et alors, je prends le problème un petit peu à l'envers. Mais c'est normal, hein, chacun prêche pour sa paroisse. Il y a quelque chose que moi j'ai rencontré dans notre communauté, et que je rencontre au quotidien, qui est juste problématique. Souvent, quand j'ai des patientes qui viennent me voir après 10 ou 20 ruqya, après des années et des années alors, on en appelle ça maintenant coranothérapie, il y a des nouveaux termes. Après des années et des années de coranothérapie, elles viennent me voir en me disant, je leur dis, mais pourquoi autant de temps? Pourquoi être passé par tous ces charlatans? Parce que clairement, c'est des charlatans pour beaucoup et j'assume. Pourquoi être passé par les mains de personnes aussi toxiques avant de vous décider enfin de venir devant un psy? Et la plupart me disent, non, mais la psychologie, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, j'y crois pas, ma famille n'y croit pas, c'est... D'accord. Ok, donc vous croyez en l'invisible, au rape, au djinn, etc. D'accord? Mais vous avez du mal à croire en l'existence d'un esprit, de votre propre intériorité. Donc moi, ça m'interpelle, ça m'a toujours interpellé, ça m'a toujours questionné. Qu'on soit clair là-dessus, la psychologie est une science, ce n'est pas une croyance. Alors, d'ailleurs, de toutes les façons, on a l'islam. Alors, pour moi, l'islam, c'est une religion, comment dire, la psychologie est au service de la religion, et pas l'inverse. Plus j'avance dans mes recherches, plus j'avance dans ma pratique en psychologie, et plus je me rends compte qu'en réalité, tout ce que notre religion, tout ce que notre Seigneur nous a transmis par le biais de sa parole divine dans le Coran, mais également sa sunna, notre prophète sallam, tout est confirmé en réalité dans la psychologie. Donc, ce que moi j'ai pu, ce sur quoi moi je me base, c'est le verset 39 et la sourate 10 de Yunus, donc Jonas, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est plutôt, ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne purent embrasser de leur savoir. L'ignorance d'une chose ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas conscience, forcément, toujours d'avoir un esprit, d'avoir une âme, d'avoir une intériorité, qu'il n'y a pas quelque chose qui se travaille en vous. Et c'est la raison pour laquelle aussi je suis là aujourd'hui. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre les fonctionnements, en tout cas à la base du fonctionnement psychique humain. Alors, vous savez tous que vous avez des organes en vous, on est d'accord, hein? Vous avez tous un cœur, des intestins, des poumons, hein? Ok. Vous les voyez? Bah répondez, vous digérez ou vous dormez? Vous les voyez? Non. On est bien d'accord. C'est exactement pareil pour l'esprit humain. Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience que vous avez des organes? Ce qui va vous faire prendre conscience que vous avez des organes à l'intérieur de vous, c'est dès qu'ils se mettent à dysfonctionner. Dès que vous allez avoir mal quelque part, dès que vous allez avoir des symptômes, à ce moment-là, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être en bonne santé. C'est quand on va pas bien. Ok. Pour l'esprit humain, c'est exactement la même chose. Il est constitué de différents organes, entre guillemets, donc je schématise, hein, de différents organes. D'ailleurs, je vais vous faire un schéma dans pas très longtemps. C'est quand on commence à avoir des symptômes, c'est quand on commence à ne plus aller bien sur le plan cognitif, sur le plan social, sur le plan affectif, que là, on réalise qu'il y a quelque chose qui se joue en nous. Sauf que trop de personnes, quand elles commencent à avoir des symptômes, plutôt que de faire une introspection, c'est-à-dire avoir un travail de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi, plutôt que de faire ce travail-là, certaines personnes vont, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont extérioriser leur conflit psychique. Et elles vont projeter sur un bouc émissaire, clairement, c'est pas toujours le cas, mais un
bouc émissaire, elles vont projeter sur ce bouc émissaire, c'est facile, hein, c'est un djinn. Hein, après tout, le djinn ne veut pas se défendre. Hein. Elles vont projeter sur ce djinn leur conflit psychique. Alors, on sait aussi, et là ça va encore dans le sens de ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que notre esprit tombe malade. Oui? D'accord. Est-ce que, alors ça c'est une question que j'aime bien poser, est-ce que le fait d'être dépressif, c'est haram? D'accord. Est-ce que parce qu'on est musulman et de bons pratiquants, on ne peut pas faire de dépression? Hein? Non? Ah bah, alhamdoulilah, je suis contente d'être là aujourd'hui. Bien sûr que non. Au même titre que ce n'est pas parce que je suis musulmane que je ne risque pas de tomber malade physiquement, ce n'est pas parce que je suis musulmane que je ne risque pas de tomber psychiquement. Pourquoi on peut être dépressif? Bah, c'est simple, on se base sur la parole de notre prophète alayhi salam. C'est l'exemple que je donne tout le temps, mais qui pour moi est le plus flagrant. Notre prophète alayhi salam, il s'est entouré de ses compagnons et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, et c'est rapporté par Muslim dans Sahih al-Bukhari, il leur a dit manger de la talbina, ça dissipe une partie de la tristesse. Vous savez tous ce que c'est que la talbina? Non? D'accord. Peut-être que j'empiète sur votre partie. Alors, la talbina, c'est un dessert prophétique. C'était le dessert préféré de notre prophète alayhi salam. C'est un dessert qui est à base de farine d'orge, de lait et de miel. La farine d'orge, alors, c'est très riche en acides aminés. Les acides aminés, c'est des sécréteurs d'un neurotransmetteur au niveau cérébral qui est la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de l'humeur. Tout le monde est d'accord avec ça? L'hormone de l'humeur, c'est l'hormone du plaisir. Si j'ai une carence en sérotonine, je suis triste, je suis fatiguée. D'accord? Donc vous savez tous, et là je vous invite à aller faire des recherches si vous n'êtes pas au courant, vous savez tous que notre sphère digestive, c'est notre deuxième cerveau. Ok. Quand je ne vais pas bien psychiquement, ça agit sur ma sphère intestinale ou pas? Quand je ne vais pas bien, bah, je vais avoir un ulcère, je vais avoir une constipation, je vais avoir des diarrhées. Voilà. Quand je suis très stressée, je sens que je suis prise au niveau de l'estomac. L'inverse est également vrai. Pourquoi? Parce que notre sphère intestinale est tapissée de plus de 150 millions de neurones directement reliés à notre système nerveux central. Ça va dans les deux sens. Si je mange correctement, ce qu'on appelle les aliments médicaments, ça va bien sur le plan psychique. Ok, donc notre prophète, alayhi salam, il y a plus de 1400 ans en arrière, il nous a dit « manger de la talbina, ça dissipe une partie de la tristesse ». D'accord, à qui il l'a dit, s'il vous plaît? À nous? On n'était pas là, nous, hein? À qui il l'a dit? À ses compagnons. Qui étaient ses compagnons? Les meilleurs, exactement, les meilleurs des hommes, les plus grands des adorateurs. Et pourtant, ça ne les empêchait pas d'être dépressifs, ça ne les empêchait pas d'être tristes, ça ne les empêchait pas d'être malheureux à certains moments de leur vie. Il faut arrêter avec cette croyance, et j'espère que le message sera passé, il faut arrêter avec cette idée complètement fausse que l'islam protège de tout sur le plan psychique. C'est faux, je le dis, je l'assume. D'accord ? Alors, je vais vous expliquer très brièvement comment est constitué notre psychisme. Alors, est-ce que vous connaissez tous Freud? Alors là, je mets encore les pieds dans le plat, parce que Freud a énormément de détracteurs. Alors, chacun est libre de prendre ce qu'il veut hein, dans la science et de délaisser ce qu'il veut. Je ne suis pas spécialement freudienne, mais en tout cas, Freud est à la base de la découverte. C'est celui qui a découvert la psychanalyse, et toutes les études, en tout cas en Europe notamment, sont centrées sur ces théories. Bon, il y en a d'autres, hein, Jung, Lacan, etc. Mais on ne peut pas faire l'abstraction d'évoquer Freud aujourd'hui, et en tout cas de parler de ces deux topiques. Est-ce que vous savez ce que sont, de quoi on parle quand on parle de topiques freudiennes? Non. Bon, ben, je vais vous faire un petit schéma. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Alors, il faut imaginer que ça, c'est votre esprit. Ça, c'est la réalité. D'accord? Ça, c'est vous, aujourd'hui. Vous êtes en train de penser, vous êtes en train de m'écouter, vous réfléchissez, vous vous interrogez. À l'intérieur de vous, en ce moment, il est en train de se passer des mouvements internes, émotionnels. Il y en a qui se disent elle est nulle, il y en a qui disent oh c'est bizarre ce qu'elle dit, etc. Chacun est en train de ressentir certaines choses. Ça, c'est votre intériorité. Moi, je n'y ai pas accès. Je suis, et toutes les personnes qui ne sont pas vous, c'est l'extérieur. Okay? Donc ça, ce que je suis en train de vous faire, c'est la première topique freudienne. Il a divisé l'esprit en 3 instances. Ce qu'il appelle le moi, le surmoi
et le ça. Alors pourquoi je prends le temps de vous faire ce petit schéma? Parce que c'est indispensable pour que vous puissiez comprendre la deuxième partie de la conférence dans laquelle je vais expliquer les dangers de certaines ruqya. Voilà, c'est pour ça que je vous fais ce schéma-là. Le moi, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe psychique. Le moi, c'est vous aujourd'hui qui êtes présente, qui êtes présent, qui êtes en train de m'écouter, de penser. Vous êtes les seuls, chacun d'entre vous, à être en contact avec votre intériorité et avec l'extérieur. Ce que vous voyez du monde, vous êtes les seuls, chacun d'entre vous, à le percevoir. Il y a autant de visions du monde qu'il y a de personnes sur Terre. On a tous notre vision du monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule vérité possible. Il ne peut pas y avoir une seule vérité possible parce que chacun va interpréter la réalité en fonction de quoi? Également en fonction de ce qui le constitue, à savoir ce qui est ancré en lui. Votre moi, c'est ce qui est en contact avec votre intériorité et avec l'extérieur. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, levez la main, je veux vraiment qu'on avance ensemble. Oui, c'est bon? D'accord. Le surmoi. Le surmoi, c'est l'instance surmoïque, c'est la police de votre esprit. C'est le policier. C'est celui qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Le surmoi, il se constitue à partir de notre éducation, à partir des injonctions parentales, à partir de notre religiosité. Autrement, vous pouvez l'appeler votre fitra. C'est ce qui en vous dit ça c'est halal, ça c'est pas halal, ça c'est bon, tu peux y aller, ça tu n'y vas pas. Le surmoi, quand il est trop rigide, quand il est très dur, ça crée des troubles psy, et j'y viendrai. Quand il laisse trop passer de choses au niveau du moi, là aussi ça crée d'autres troubles. Alors le surmoi, c'est celui qui sépare le moi du ça. Tout le monde sait ce que c'est que le ça? D'accord. C'est le siège des pulsions. Alors, les pulsions, je vais essayer de prendre une autre couleur. Alors, on a ce qu'on appelle les pulsions de vie et les pulsions de mort. Pulsions de vie, pulsions de mort. Les pulsions de vie, ça va être toute la force qui vient, toute la tension qui viennent de l'intérieur de vous, donc du ça, qui vont vous pousser à l'autoconservation. C'est ce qui fait que le matin, vous avez envie de manger. C'est ce qui fait que vous vous soignez quand vous êtes malade. C'est ce qui fait que vous vous protégez quand il fait froid. C'est vos pulsions d'autoconservation. Mais c'est également vos pulsions sexuelles, de reproduction. C'est ce qui fait que les humains continuent j'ai perdu le terme, continuent à se reproduire. Ensuite, vous avez les pulsions de mort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éros. Et ça, ce qu'on appelle le thanatos. On s'en fiche, c'est juste pour que vous ayez quelques termes un peu scientifiques. Le thanatos, donc, c'est les pulsions de mort. C'est toutes les pulsions de destruction. C'est ce qu'il y a en vous qui va vous dire, quand votre moi est trop fragile, qui va vous dire mange pas, tape-toi la tête contre le mur, coupe-toi, insulte, vole, tout ce qui est négatif. Le surmoi, il est là pour faire barrage, hein. Vous avez bien compris. Le surmoi, il est là pour empêcher que le ça puisse faire tout ce qu'il veut et que le moi soit débordé par le ça. D'accord? Alors, il y a des troubles psy qui se créent quand le surmoi est trop rigide, mais également quand le ça est trop fort. Ça, je vais y venir très rapidement. Donc ça, vous l'avez bien compris, c'est la première topique. D'accord? Ensuite, la deuxième topique freudienne. Hop, de toute façon, je reviendrai dessus. Elle est beaucoup plus simple, hein. Je vais la faire un peu différemment. C'est tout simplement ce qu'on appelle la conscience, le préconscient et merci. D'accord. Alors, la conscience, en fonction de la réalité externe, la conscience, c'est elle qui a, on va dire, c'est elle qui dirige le bateau. C'est elle qui décide de vers où vous allez, de ce que vous allez faire. En apparence, parce qu'en réalité, dans 80% des cas, nos attitudes sont inconscientes. C'est-à-dire que dans 80% des cas, les causes de nos attitudes, de nos comportements, sont inconscientes. On croit être les maîtres de nos prises de décision, de nos choix de vie. En réalité, dans 80% des cas, ça vient de notre inconscient. Qu'on soit clair aujourd'hui, tous ensemble, on a un reib à l'intérieur de nous
dont on n'a pas conscience. Sauf si on prend la décision, on fait le choix de faire un travail sur soi. Alors, il n'y a pas besoin d'aller voir un psychologue. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire, venez chez moi. Il n'y a pas besoin d'aller voir un psychologue, il n'y a pas besoin de faire 10 ans de psychanalyse. Il faut juste avoir une certaine introspection et être à l'écoute de son intériorité. Hop, je ne suis pas très douée. Bon, j'y reviendrai. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Super. Alors, l'intérêt pour moi de vous présenter ces différentes instances psychiques, donc on a différents organes à l'intérieur de nous, on ne le sait pas, on ne le voit pas, mais ça agit en nous. D'accord? Plutôt que de vous préoccuper, c'est un conseil que je vous donne, plutôt que de vous préoccuper en premier chef d'un djinn ou de l'occulte, si on se décidait à se préoccuper de l'invisible qui est en nous, ce serait déjà un premier bon pas. Alors, l'intérêt de vous avoir présenté ça, c'est de pouvoir vous parler des différents troubles psychiques pour lesquels on va avoir une suspicion de possession. Alors, en préparant la conférence, je me suis dit, oh super, ça va être très rapide en 1 heure de tout dire. En fait, je me suis rendu compte qu'en en regardant un petit peu tous les troubles psy, en fait, tous les troubles psychiques peuvent être considérés comme de la possession. Tous. Tous, il n'y en a aucun, sauf rare exception, notamment la psychose, mais ça j'y viendrai. C'est très rare qu'on ne prenne pas ça pour de la possession. Alors, est-ce que vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle la névrose et la psychose? Encore un schéma en fait. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Méine, j'ai besoin de ton aide. Je suis pas douée. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une névrose et une psychose? D'accord. Est-ce qu'il y a ici, s'il vous plaît, soyez sincères, est-ce qu'il y a des raquis ici? Allez, dénoncez-vous, n'ayez pas honte. Bon. Est-ce qu'il y a ici des personnes qui connaissent des raquis? Non, parce que ça, il faut leur apprendre. Hein. Des raquis. Le terme l'appellation raki n'existe pas. Hein. C'est un dérivé d'une pratique. Ça n'existe pas, le terme de raki. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une névrose et ce que c'est qu'une psychose. C'est indispensable, c'est la base. Il faut vraiment connaître ça. Tout à l'heure, je vous ai montré le moi, qui est l'enveloppe psychique. Ok? Là, on va dire que ça, c'est le moi. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce qui est en contact avec mon intériorité et en contact en premier chef avec la réalité externe. D'accord. Dans la névrose, on a tous des petites failles. On a toutes des petites brèches. Elles viennent de quoi, ces petites brèches, ces petites fragilités en nous? Elles viennent des conflits que je vous ai expliqués tout à l'heure entre, parfois, le moi, le ça, le surmoi. Des fois, ça se bat entre eux. Je schématise vraiment, mais je vous invite, à la fin de cette intervention, à aller fouiller et comprendre un peu mieux, exactement, de façon plus précise, ce que sont ces mécanismes. Parfois, quand il y a conflit psychique, c'est-à-dire mon moi qui a trop de pulsions du ça ou trop d'injonctions du surmoi, il va y avoir des brèches, des petites fragilités. D'accord? Quand mon moi est fragile, c'est ce qu'on appelle une névrose. Est-ce que quelqu'un ici, aujourd'hui, peut me dire qu'il est parfaitement sain sur le plan physique? Qu'il n'a aucune maladie, qu'il est indemne d'aucun trouble, qu'il n'a aucune maladie? J'aimerais bien. Possible? Mais vous avez tous eu des bobos, vous avez tous été malades, vous avez tous eu des difficultés à un moment donné dans votre vie. C'est vrai ou non? D'accord. C'est pareil pour votre esprit. On est tous des névrosés. Je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Vous êtes tous des névrosés. C'est une bonne nouvelle. Bon. En même temps, je préfère vous dire que vous êtes des névrosés que des psychotiques, hein, parce que la psychose, bon. Alors, donc ça, c'est dans la névrose. On a tous des failles, on a tous des brèches. D'ailleurs, volontairement, j'emploie le terme de brèche parce que c'est un terme que les Arakis nous ont volé et s'amusent à employer à tout va pour dire vous avez des brèches à l'intérieur de vous, le djinn, il est rentré dedans. Ok. Alors, donc ça, c'est la névrose. Et puis ça, là, je vais vous faire ce que c'est que la psychose. Donc, je vous fais le moi. Ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en préserve et préserve toutes nos familles de ça. Amin. Donc, ça, c'est toujours le moi. D'accord? Il faut imaginer que votre moi, il est cassé. Schizen, en allemand. Il est divisé. Ce qu'on appelle la schizophrénie.
Il n'y a pas que la schizophrénie dans la psychose. Dans la psychose, votre moi est fragmenté. La psychose, c'est une perte de contact avec le réel. Dans la psychose, on va retrouver des délires, c'est-à-dire un raisonnement qui est faux, qui est erroné par rapport à la réalité, et on va retrouver des hallucinations. Je me dépêche, c'est ça? Non? On va retrouver des hallucinations. C'est-à-dire que je vais percevoir, je vais croire voir des choses ou entendre ou sentir des choses qui n'existent pas dans le réel. Alors, j'aime bien aussi donner l'exemple du sommeil. Vous voyez quand vous dormez? Vous rêvez, non? D'accord. Je vais prendre ce schéma-là. Merci. Vous voyez quand vous dormez? On fait tous des rêves. Bon, sauf que parfois les rêves sont interprétés comme un signe de possession. On fait tous des rêves. Si moi je viens, pendant que vous êtes en train de dormir, surtout si vous êtes, si vous êtes au niveau du sommeil paradoxal, le stade le plus réparateur, si je viens et que je vous bouscule, le stimulus de ma main posée sur vous, ou les stimuli de ma main et de ma voix à côté de vous, vont faire que votre esprit va les absorber, va les intégrer au rêve. Vous allez rêver que quelqu'un vous dit de sortir ou vous dit de vous dépêcher. Ou voilà. L'objectif, c'est de vous maintenir en état de sommeil. Dans la psychose, ce qui va se passer, c'est que le psychotique, il vit à l'état d'éveil ses rêves. Ça veut dire que quand vous allez parler à un psychotique, en fonction du stade dans lequel vous arrivez à l'avoir, c'est-à-dire si vous intervenez à ce stade-là, c'est bon, il parle avec vous normalement. Le psychotique, il n'est pas tout le temps délirant, hein, il n'est pas tout le temps en train d'halluciner. Mais si vous le prenez à ce stade-là, donc vous avez bien compris que ça, c'est le réel qui se mélange au moi. Si vous lui parlez à ce moment-là, c'est-à-dire quand il est dans sa phase délire, dans le moment où sa réalité interne se mélange avec l'externe, qu'il n'y a plus de barrière du moi. Si vous allez lui parler à ce moment-là, il va intégrer tout ce que vous allez lui dire dans son délire. C'est-à-dire qu'il va absorber, comme vous quand vous dormez, il va absorber vos paroles et il va l'intégrer à son rêve, qu'il vit à l'état d'éveil. Vous aurez beau lui faire des milliards de ruqya, il est dans son délire. On est d'accord? Ok. Alors, moi j'aime bien donner l'exemple, j'aurais dû faire PowerPoint, ça aurait été plus simple. J'aime bien donner l'exemple, bon, quoi que je vais y venir après. Alors, dans la névrose, qu'est-ce que vous connaissez comme trouble psy, vous? Est-ce que vous en connaissez? Allez, essayez de me dire quelques troubles psy. Oui? Schizophrénie, c'est dans la psychose. Ensuite, l'anxiété, c'est dans la névrose, mais c'est aussi dans la psychose. C'est un état émotionnel, mais je vais y venir aussi. Là? Les addictions, c'est ce qu'on retrouve... Alors, si c'est une dépendance comportementale, c'est-à-dire une lassitude, on va trouver ça dans la névrose. Si c'est une dépendance chimique, à une molécule, on peut la trouver et dans la psychose et dans la névrose. Les troubles obsessionnels compulsifs. Effectivement, les troubles obsessionnels compulsifs, ce sont des obsessions. Par exemple, j'ai la conviction que je suis quelqu'un de mauvaise. Je suis la pire des femmes. Je sais, je suis mauvaise, je suis sale, je suis la pire des femmes. Je vais aller me laver. Je vais aller me laver parce que peut-être qu'en me lavant, cette sensation, cette tension, cette anxiété qu'il y a à l'intérieur de moi, peut-être que ça va disparaître. Donc je vais me laver et l'acte va faire que, effectivement, ma tension va momentanément descendre. Sauf que ma pensée, qui est le résultat d'une angoisse massive à l'intérieur de moi, ma pensée, elle va revenir après. Donc je vais retourner vers le lavage. C'est dans les TOC, on retrouve une obsession d'être mauvais, d'être sale, par exemple, mais ce n'est pas forcément une obsession de la saleté. Je suis mauvaise, en gros, j'ai une grande anxiété, et je vais essayer de l'atténuer, de la calmer par une compulsion, par un comportement. C'est pour ça qu'on reproduit ad vita aeternam. C'est pour ça que vous avez des personnes qui se lavent les mains, qui vérifient. C'est ce qu'on appelle les rituels. C'est des rituels de vérification. Si vous venez et vous demandez à quelqu'un qui est en plein rituel de nettoyage ou de vérification d'arrêter, vous allez vous confronter à un monstre. Il ne faut surtout pas faire ça. Quand quelqu'un est dans ses rituels, il faut le laisser. Il ne faut pas l'encourager,
faut pas lui faciliter ses rituels, mais il ne faut pas venir lui dire non, non, arrête, parce qu'il va être débordé par son anxiété. C'est la façon que son esprit trouve pour résoudre un conflit en lui entre le ça et le surmoi. Mais bon, ça, je vous invite à regarder aussi de votre côté, parce que sinon, il nous faudra 10 heures. D'accord? Donc, effectivement, il y a les TOC. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a quelque chose qu'il faut que j'évoque quand même, c'est la base, sinon je ne l'ai pas dit. La bipolarité, je l'évoquerai plus tard, en plus la bipolarité c'est compliqué, on appelle ça la psychose maniaco-dépression, c'est encore autre chose, mais ça rentre dans les troubles thymiques, ça rentre dans la dépression, c'est encore autre chose. Non, vraiment dans les troubles névrotiques, ou dans ce qu'on appelait avant une névrose d'angoisse. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hystérie de conversion? Vous avez jamais entendu le mot signe hystérique? Je vais rentrer dans le langage courant maintenant. D'accord. L'hystérie de conversion, c'est ce qui a été à l'origine de la découverte de la psychanalyse. Dans les années 1900, l'Europe était une société, les pays en Europe, surtout la France et l'Allemagne, etc., c'était des sociétés très prudes. C'était des sociétés pour lesquelles la religiosité avait une incidence très importante. Le christianisme était très marqué dans les relations interpersonnelles. Les gens ne faisaient pas ce qu'on voit maintenant. Il ne faut pas imaginer une femme à moitié habillée ou une femme ou des rapports, enfin, comme ce qu'on peut voir à la télé, des gens qui ont des rapports entre eux. On est d'accord. Dans les années 1900, voire même avant, 1800, donc la société était très prude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le surmoi des personnes à l'époque était très rigide. Très rigide. Comme le surmoi était très rigide, il ne laissait pas passer les pulsions sexuelles, par exemple. Mais c'est surtout sexuel, les pulsions sexuelles dans l'hystérie de conversion. Il ne laissait pas passer les pulsions sexuelles au niveau du moi. C'est-à-dire que le moi ne pouvait pas assouvir les pulsions. Aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est une réalité, on arrive à une époque où les gens s'embrassent, limite ont des rapports dans la rue. Hein. À ce moment-là, ça n'existait pas, ce n'était pas possible. Donc le moi, il était frustré. Quand le ça faisait une injonction de pulsion sexuelle, le surmoi le refoulait dans l'inconscient, c'est mon autre schéma, hein, ce qui créait une culpabilité pour le moi. D'accord? Donc il y avait une tension interne au niveau de l'esprit, mais on n'en a pas conscience. Tout ça, c'est des mécanismes en vous dont vous n'avez pas conscience. Qu'est-ce que ça a généré? Ça a généré une conversion. Une conversion, c'est-à-dire une transformation en fait de vos pensées, de votre conflit psychique en symptômes physiques. Les hystériques de conversion, c'était des femmes qui psychosomatisaient. Vous savez tout ce que c'est que la psychosomatisation? La psychosomatisation, c'est quand mon corps vient dire la souffrance de mon esprit, en gros. Donc c'est des femmes qui tombaient par terre, qui avaient des catatonies, des contractures musculaires, qui avaient des paralysies, qui étaient mutiques, qui avaient des insensibilités, qui avaient des algies. Alors, on les tapait, elles sentaient rien. C'est des femmes qui pouvaient changer de voix. C'est des femmes qui se tordaient dans tous les sens. À cette époque, au moment de l'émergence de l'hystérie de conversion, qui était propre à cette période-là, comment on les prenait en charge, selon vous? Comment on les prenait en charge? Ça n'existait pas la psychiatrie encore. Exactement. On avait recours à des séances d'exorcisme. Sauf que dire qu'elles étaient possédées par Satan, ça ne changeait rien. Et c'est Freud, en assistant à une séance d'hypnose avec Charcot, qui était l'élève de Charcot, qu'il a vu comment ces femmes à qui on faisait des suggestions, c'est-à-dire pendant les états de semi-conscience, Charcot disait à ces femmes, à partir de maintenant, vous ne tomberez plus, vous ne crierez plus, vous ne changerez plus de voix, vous n'aurez plus de paralysie, vous serez normal. Et bien, après ces séances d'hypnose, les femmes devenaient normales, elles n'avaient plus de symptômes. Mais elles développaient d'autres symptômes. Et c'est comme ça que Freud a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait en elles et que finalement, on ne faisait que détourner le problème. Et c'est de là que Freud a découvert la psychanalyse. Je ne sais pas ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne sais pas. Chaque fois que vous aurez une société qui est très rigide sur le plan du religieux, qui fait que le surmoi est très dur, vous aurez ce genre de symptômes. Ça n'existe plus, l'hystérie de conversion. Ça n'existe plus. Moi, quand j'ai fait mes études, ça n'existait plus. J'ai fait un stage dans un hôpital psychiatrique en Tunisie, à Ras el Manoub.
Quand je suis partie faire mon stage là-bas, j'étais choquée de voir des hystériques. J'ai interrogé mes maîtres de stage, je leur ai dit, mais c'est pas possible, ça n'existe plus en France. Moi, dans les livres, à l'université, ce qu'on m'apprend, c'est que ça n'existe plus. Ils me disent, oui, dans votre culture, dans votre pays, mais ici, ça existe. Et c'est normal. Chaque fois qu'on sera dans des sociétés, entre guillemets, pas archaïques, mais en tous les cas, pour lesquelles le religieux prend une place prépondérante. Alors, religieux, je ne suis pas en train de rejeter l'islam, hein, on est bien d'accord. Hein, je parle plus au niveau du fonctionnement psychique. Chaque fois qu'on sera dans ce genre de société, on aura ce genre de symptômes. C'est normal, ça fait partie. Ça fait partie du deal, en gros. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hystérie de conversion. On a les TOC, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon? Ça, c'est dans la psychose, je vais y venir. Après, on a les hallucinations, effectivement. On a également les phobies. Tout le monde sait ce que c'est qu'une phobie? C'est quoi? C'est une peur irrationnelle. C'est une peur irrationnelle parce qu'elle n'est pas justifiée. Une personne qui se met à hurler, à faire une crise d'angoisse devant un chat, vous vous dites, en fait, c'est rien. Ce n'est qu'un chat. Oui, mais elle a projeté sur ce chat des conflits psychiques. Alors, je vous ai fait l'exemple, et j'aime bien montrer ce petit exemple. Alors, on imagine, pour que ça illustre bien, comme ça ensuite on passe à la psychose. On imagine que vous êtes un enfant et que vous marchez dans la rue et que vous avez envie de manger une glace, sauf que vous êtes malade, ou que papa et maman n'ont pas d'argent. Donc vous allez dire à papa et à maman, s'il vous plaît, achetez-moi une glace. Papa et maman vont dire, non, tu es malade, tu n'auras pas de glace. Votre ça a une pulsion pour cette glace. C'est extérieur, hein, on est d'accord. Il a une pulsion pour cette glace. J'ai envie de manger la glace. Vos parents vous disent, non, pas la glace. On va refouler la pulsion au niveau de l'inconscient. Oui? Après, il y avait une question. On va refouler la pulsion à ce niveau-là. D'accord? Votre inconscient, c'est une cocotte minute. Hein. Faut imaginer que l'inconscient, c'est la cave de votre maison. Tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui n'est pas indispensable, hop, on le jette dedans. Sauf que la cave, elle ne peut pas se remplir ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut laisser sortir des choses. C'est ça la psychothérapie. C'est ça la catharsis. C'est faire évacuer des émotions négatives qu'on a refoulées en nous selon différents moments de vie, selon différentes circonstances qu'on a pu vivre. C'est de pouvoir verbaliser par rapport à ces émotions. Ok, vous avez envie de manger la glace, et là on vous dit non. Vous avez refoulé votre désir. Vous êtes adulte. Maintenant vous êtes adulte et vous avez envie de manger une glace. Là vous n'avez pas papa et maman qui vous disent non. Il ne faut pas manger de glace. Mais par contre, c'est le ramadan. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que là, c'est quelqu'un qui va vous dire non? Non. C'est votre surmoi tout seul qui va vous dire non, c'est interdit la glace, tu manges après. Là, ce qu'on appelle, vous allez différer le plaisir. C'est-à-dire que vous allez patienter face à cette pulsion, vous allez la garder de côté et vous allez l'exprimer. Comment vous allez l'exprimer? Soit vous allez l'exprimer en mangeant directement la glace, soit vous allez l'exprimer par les rêves. Et c'est important que je vous parle des rêves, parce que beaucoup, aujourd'hui, se servent des rêves pour justifier des choses qui sont, à mon sens, complètement, parfois, fausses. Vous allez rêver que vous mangez la glace. Alors, je vous explique. Je pense que j'aurai plus besoin de ce papier. Votre pulsion, elle est là, la glace. Pendant le sommeil, on a ce qu'on appelle la levée des résistances. C'est-à-dire que votre préconscient, le préconscient, c'est ce qui fait barrage entre la conscience et l'inconscient. D'accord. Vous allez avoir une levée des résistances. Vous allez avoir certaines choses qui vont passer de l'inconscient vers le conscient. Sauf que le préconscient, il continue à faire son travail. Hein. Il ne va pas laisser passer les émotions négatives de façon brutale. Sauf quand on est un enfant. Quand on est un enfant et qu'on n'est pas encore mature sur le plan psychique, on va parfois avoir ce qu'on appelle des terreurs nocturnes. C'est parce que notre esprit, à ce moment-là, il a laissé passer peut-être des pulsions, en tout cas des émotions négatives, sans faire ce travail d'enveloppement. Bon, en gros, vous êtes un enfant et vous rêvez que vous mangez la glace. Ok. Vous êtes un adulte. Vous n'allez pas rêver que vous mangez la glace, c'est un peu plus rare. Vous allez rêver que le shir sur le mimbar, il est en train de manger une glace.
C'est pas exactement pareil, mais c'est la même chose. La pulsion, elle s'est réalisée. D'accord? Ok. Donc, alors, parce que j'ai plus beaucoup de temps, on va passer aux psychoses. Qu'est-ce que vous connaissez dans la psychose? La schizophrénie. Donc, dans la schizophrénie, on a ce qu'on appelle des bouffées délirantes aiguës. C'est ce qui fait l'entrée dans la maladie. Alors, en gros, hein, juste pour être très rapide, ce qui fait l'entrée dans la maladie, c'est souvent soit un événement anxiogène très, très, très important, soit ça va être la consommation d'un toxique. Et très souvent, c'est le cannabis. C'est entre 17 et, allez, en gros, j'ai une grosse fourchette, 22-23 ans. Au-delà, on ne peut plus dire qu'on est dans de la schizophrénie. D'accord? Le schizophrène, c'est quelqu'un qui a le moi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, schisme cassé. C'est quelqu'un qui ne guérira jamais. Qu'on soit clair, quand on est psychotique, on ne guérit pas. C'est impossible. La seule solution dans ce cas-là, je ne suis pas spécialement pour les antidépresseurs, les anxiolytiques ou toutes les molécules chimiques, parce que moi je considère que c'est à nous d'être les acteurs de notre guérison. Je considère qu'on a tout, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné dans ce bas monde pour pouvoir guérir, mais parfois, il y a des circonstances où il n'y a pas le choix, il faut prendre une molécule. Dans la psychose, on n'a pas le choix. Si vous avez un schizophrène en face de vous, il faut qu'il soit pris en charge. Il faut qu'il prenne un antipsychotique. Il faut faire descendre les délires. Vous n'avez pas le choix. Oui? Alors, la bipolarité, c'est encore autre chose, mais vous êtes la deuxième à me poser la question, donc j'y viens très très rapidement. Autre trouble, et c'est important aussi de l'entendre, vous avez ce qu'on appelle la paranoïa. Vous savez ce que c'est que la paranoïa? D'accord. La paranoïa, c'est une interprétation délirante de la réalité. C'est une méfiance exacerbée. C'est une crainte. C'est avoir ce sentiment d'être la victime d'un agresseur, d'un tiers agresseur. Dans la paranoïa, il y a plusieurs types de délires. Il y a ce qu'on appelle les délires de revendication. Alors moi, je vais vous dire, c'est moi qui ai inventé la télévision. Non, non, c'est moi qui ai inventé la télévision. Donc, il faut me donner l'argent, là. Vous allez avoir les délires de persécution. Vous êtes sûr, et moi j'ai des patientes, en tout cas j'en ai une il n'y a pas très longtemps qui présentait un délire paranoïaque, c'est une adolescente. Vous êtes sûr et certaine que votre tante vous fait de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que elle est jalouse de moi. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse de moi, parce que je suis brune. Mais elle est brune aussi. Non, non, elle est jalouse de moi. Bon, il n'y a pas de fondement. C'est ce qu'on appelle les délires de persécution. Vous allez avoir des délires de type mystique. C'est quoi le délire de type mystique? Ça va être la personne qui va vous dire je suis Isa, ou bien je suis le Mahdi. Ok, pourquoi? Bah parce que il va vous donner des justifications complètement farfelues. Alors vous essayez de parler avec lui, il n'y a pas de contact. Hein. Il y a ce qu'on appelle les barrages. Vous essayez d'échanger avec lui, lui il est dans son discours. Il n'y a pas d'échange réel entre vous et lui. Ça, on est dans de la psychose. Faites des milliards de ruqya, ça sert à rien. À un moment, il faut arrêter. D'accord? Ensuite, vous avez la mélancolie. Alors ça, c'est moins connu, mais j'en profite d'être là aujourd'hui pour en parler. La mélancolie, c'est un trouble, là aussi psychiatrique, c'est une psychose qu'on rencontre souvent chez nos mamans. Souvent, ce sont des personnes âgées, au-delà de 55 ans, 60 ans, qui vont avoir cette idée délirante que si la Terre ne tourne pas rond, que s'il y a la guerre en Syrie, que s'il y a des SDF dans la rue, c'est parce qu'elles existent. Donc si vous mourrez, tout va s'arranger, oui. Ou alors, elles vous diront, j'ai commis un péché à 15 ans. Qu'est-ce que tu as fait à 15 ans? J'ai volé le sac de ma copine. Oui, mais c'est pas grave, elle t'a pardonné, c'est bon, c'est terminé. Non, je vais aller en enfer. Mais non, il faut que je me suicide. Il faut que je paye, il faut que je sois punie. Ça, c'est ce qu'on appelle la mélancolie. Faites attention, si vous avez une maman qui commence à se replier sur elle-même, à ne plus vouloir sortir, à avoir des troubles au niveau de la déglutition, qui a du mal à manger, etc., regardez un petit peu. Avant de penser à une possession, à un sihr, je ne sais quoi, essayez de regarder un petit peu du côté de ce que la science nous dit. C'est indispensable, parce que vous allez lui sauver la vie. Dans la mélancolie, un cas sur deux, c'est un suicide. Alors, pour en venir très 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 rapidement à la question de j'ai tellement de choses à dire, parce qu'il y a tellement à dire en réalité sur ça. Avant d'en venir à la question de la bipolarité, il y a quand même quelques petits symptômes que je voudrais vous donner, qu'il faut entendre. Il y a des symptômes qu'on prend pour de la possession, mais ça c'est un fait, c'est un constat, qui sont clairement identifiés comme de la schizophrénie. Je vais vous les lire.
Il faut les entendre. Par exemple, le fait de ne plus aimer se laver ou manquer d'hygiène. Changer brusquement d'attitude de façon anormale. Être agressif et proférer des insultes. Passer soudainement de l'amour d'une chose à sa haine. Avoir un penchant pour l'isolement. Avoir des migraines chroniques. Avoir la sensation qu'on nous parle dans la tête, qu'on a des west-west. Avoir des migraines chroniques, donc avoir la sensation, avoir une abulie, c'est une fatigue physique, une asthénie, une fatigue psychique, inversement, une asthénie, une fatigue physique, une abulie, une fatigue psychique. C'est le fait d'avoir de moins en moins d'énergie pour faire une chose qui est superficielle psychiquement pour notre moi. Par exemple, la prière. Les adorations. Quand on est dépressif, quand on est fatigué psychiquement, tout ce qui est de l'ordre des adorations, tout ce qui est de l'ordre de la culture, etc., ça on le délaisse. On va à l'essentiel, on va au plus urgent. C'est-à-dire manger parce qu'il faut manger, respirer parce qu'il faut respirer, s'occuper des enfants parce qu'il faut le faire, mais on va à l'essentiel quand on est schizophrène. Ou même quand on a une bipolarité. Et puis on retrouvera dans certains types de délires dans la schizophrénie, on retrouvera une aversion pour le Coran. C'est ce qu'on appelle la coranophobie. On aura une aversion pour tout ce qui se rapporte au religieux. C'est pas parce qu'une personne vous dit tout ça que automatiquement on est dans de la possession. Alors, il y a une étude qui a été faite que je trouve indispensable, indispensable pour moi de vous la présenter aujourd'hui parce qu'elle est très parlante. Alors, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années par l'OMS, il y a plus de 20 ans même, l'Organisation mondiale de la santé, qui a été faite pendant 2 années sur une population de schizophrènes. Alors, ces schizophrènes étaient tous sous antipsychotiques, tous. Alors, ces psychotiques venaient de 6 pays dits riches et éduqués. Donc, c'était les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, la Russie et la Tchécoslovaquie. Et 9 venaient de pays dits pauvres, c'est-à-dire des pays au niveau d'instruction bas. On sait que dans les pays de niveau d'instruction bas, on aura plutôt tendance à avoir recours au culturel pour justifier, pour expliquer, pour soigner tout ce qui est souffrance psychique, en tous les cas. Parfois encore souffrance physique. Donc, c'est beaucoup plus facile dans les pays à faible instruction de se réfugier dans ce qui est traditionnel. D'accord ? On a observé ces patients. On a laissé les patients qui venaient des 9 pays dits de niveau culturel bas, on leur a laissé à ces patients, en plus des antipsychotiques, avoir bénéficié de Rokia. Clairement. Et on s'est rendu compte, au bout de ces 2 années, alors vous allez être étonnés de ce que je vais vous dire, parce que je ne sais pas forcément ce que vous imaginez, on s'est rendu compte que pour les pays pauvres, 2 tiers des psychotiques étaient en rémission. 2 tiers, c'est énorme. 16% seulement continuaient à prendre des antipsychotiques. Et plus de 53% n'avaient plus jamais recours, n'étaient plus jamais même psychotiques. Pour les pays développés qui n'avaient pas recours aux thérapies alternatives, 1 tiers étaient en rémission seulement, et 67% continuaient à prendre des antipsychotiques et ne sortaient pas de leur psychose. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas rejeter complètement la Rokia. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire qu'il faut pouvoir être pris en charge de façon pluridisciplinaire. Il faut pouvoir accepter l'idée que seulement une Rokia, c'est pas suffisant. Et que nous, on est dans l'intraculturel, hein, nous, quand on est des croyants, quand on a des certitudes, quand notre identité, elle se construit à partir d'une certaine culture, on doit... Ça sert à rien de se dire non, je veux pas avoir recours aux religieux, c'est pas possible. Si vous rejetez l'un ou l'autre, vous êtes scindés en deux. Il faut réconcilier les deux. Donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que oui à la Rokia, mais attention à qui vous faites confiance. Et on commence d'abord par un travail thérapeutique sur soi, avant d'aller se jeter dans la gueule du loup. Parce que s'il y a des millions de personnes qui souffrent de troubles psy, on n'a pas des millions de rakis, entre guillemets, qui sont sains et pas toxiques.